France Inter, le 7-10. Invité de France Inter, le porte-parole du NPA, nouveau parti anticapitaliste, Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui à Paris, demain dans toute la France, mouvement social à la Poste contre le changement de statut de l'entreprise. Vous pensez que la privatisation est certaine ? Elle n'est pas certaine si on arrive à se mobiliser. Voilà, en tous les cas, si on laisse faire les mesures du gouvernement, c'est-à-dire le changement de statut, ça sera en effet un processus inéluctable. Mais on peut le stopper. C'est pour ça que la grève est importante. C'est pour ça aussi qu'il y aura une consultation nationale le 3 octobre. Parce que là, c'est important. C'est pas toujours le cas dans les mobilisations contre les privatisations. C'est pas qu'une mobilisation de la corporation et des salariés qui reste nécessaire, mais c'est aussi une mobilisation qu'associent les usagers et les élus. Et cette consultation nationale, en fait, on va la faire un peu partout en France, dans un maximum de villes, de villages, de quartiers populaires, devant les mairies, devant les bureaux de poste, en tenant des urnes et en demandant aux citoyens d'aller voter massivement. Ça a été organisé par un comité national qui regroupe l'ensemble des syndicats, l'ensemble des partis politiques de gauche et de nombreuses associations. C'est d'ailleurs une leçon de choses qui devrait inspirer, je crois, tout le mouvement ouvrier sur toutes les batailles de la rentrée. Mais cette privatisation, elle fera mal pas qu'aux salariés en termes de suppression d'emplois, mais d'abord et avant tout aux usagers en termes de bureaux de poste qui vont fermer un petit peu plus encore, parce que pour être très franc, c'est vrai que la privatisation, c'est un processus qui est déjà anticipé par la direction de l'entreprise depuis maintenant des années et des années. Quelle sera la question posée dans ce référendum donc, Est-ce que vous organisez êtes pour ou contre le changement de statut, de la Poste? L'exécutif, Xavier Darcos s'est exprimé, Christian Estrosi également, dit que la Poste restera publique. Ça vous semble quantité négligeable dans le débat? Non, mais on n'y croit plus, surtout qu'ils nous ont déjà fait le coup. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne sait plus. Ils nous ont fait le coup pour GDF, ils nous ont fait le coup pour France Télécom. À chaque fois, on change de statut. Au début, c'est 100% public. Puis au fur et à mesure, on ouvre un petit peu le capital. Et ensuite, c'est la privatisation totale. L'objectif, c'est quoi? C'est finalement que les parts juteuses de l'activité postale soient soumises à la concurrence, parce qu'on ira spéculer là-dedans. Et puis tout ce qui est lourd, un peu, je dirais, un peu gros en infrastructure, ça restera à l'État. Et c'est déjà le cas à cause de la libéralisation. Donc non, on ne les croit pas. Le changement de statut... Même si c'est écrit noir sur blanc. Même si c'est... dans ces cas-là, pourquoi ils changent de statut? Pourquoi changer de statut si ce n'est préparer l'ouverture du capital? Aujourd'hui, dire si on ne change pas de statut, on n'a pas le droit de recapitaliser, c'est un mensonge. Ils l'ont déjà fait pour la Banque Postale. De dire qu'on veut donner des moyens pour améliorer le service public, nous, on serait hyper preneurs, mais c'est pas ça dont on parle actuellement. Je veux dire, il faut savoir que la Poste est bénéficiaire. En général, quand on privatise, on dit l'entreprise se porte mal. C'est pas le cas de la Poste. Elle est bénéficiaire. Elle est capable de mettre 1 milliard pratiquement d'euros pour des fusions-acquisitions, d'ailleurs, dont on se passerait bien par rapport à sa politique actuelle. Donc aujourd'hui, les déficits de la Poste, c'est lié à un poste budgétaire, celui de l'État, qui ne paye pas sa facture, puisque l'État doit de l'argent à la Poste pour sa mission d'aménagement du territoire, par exemple. Et en l'occurrence, à chaque fois que la Poste va taper au carreau du bureau de l'État, on dit en gros, on n'a plus d'argent dans les caisses. Même État qui est capable de donner 5 milliards d'euros à la BNP pour prendre que ce seul exemple-là. On a donné et donc 300... vous dites que l'État, c'est une question de priorité au fond. Voilà, moi je dis que c'est une question de choix politique, c'est qu'en vérité, des entreprises bancaires qui se sont écroulées dans le cadre de la guerre de l'économie de marché et de la crise économique actuelle, on va les renflouer, et là on a de l'argent. Par contre, quand il y a une entreprise publique un peu juteuse, on va la privatiser. C'est-à-dire qu'en fait, on socialise et on collectivise les pertes, et les profits, on va les privatiser. Donc ça, c'est un choix politique qu'évidemment on conteste, surtout quand on sait qu'on a donné 360 milliards d'euros aux banques et qu'on nous a menti, puisque Sarkozy a dit que ce n'était pas un don, c'était qu'un prêt, ils allaient nous rembourser. La Cour des comptes vient d'expliquer que sur ces 360 milliards, il y a quand même 100 milliards qui ont été effectivement donnés. Donc il y a beaucoup d'argent pour renflouer ceux qui nous ont mis dedans, ceux qui sont responsables de la crise économique, les capitalistes, les banquiers, les riches financiers, les riches industriels aussi d'ailleurs, dans certains secteurs. Et quand il s'agirait de donner de l'argent pour le service public, pour l'emploi ou pour les salaires, bizarrement, il n'y a plus beaucoup d'argent. L'exécutif dit également, Olivier Besancenot, que la réforme se fera. Oui, écoutez, ils le disent. Moi, je dis le contraire. On verra. Maintenant, c'est une question de bras de fer et de rapport de force. Je rappelle, pour prendre que ce seul exemple, la mobilisation sur le contrat de première embauche, c'est une mobilisation qui avait été capable de revenir sur quelque chose qui a été voté sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, comme quoi, la bataille, elle n'est jamais perdue d'avance. Donc, ça dépend de la mobilisation, ça dépend du rapport de force, puis ça dépend du degré d'implication de la population dans ce conflit-là. Est-ce que oui ou non, on pense que le service public, c'est important? Vous savez, je veux dire, même au-delà des étiquettes politiques, je dis vraiment sans faire de démagogie, parce que c'est une réalité. On voit pas mal même d'élus parfois de petites communes plutôt de sensibilité de droite qui disent mais moi si on me retire mon bureau de poste, il me reste plus rien. Il me reste plus rien du tout. Donc parce que la privatisation de la Poste, elle arrive à ce moment de la fin d'un cycle de privatisation de nombreux services publics en France, France Télécom, tous ceux que je citais, et puis on a l'exemple de ce qui se passe en Europe.
Par exemple, actuellement en Grande-Bretagne, on est en train de stopper la privatisation. Ceux qui ont été en pointe en Allemagne, par exemple, sont en train d'en revenir dans la privatisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les concurrents de la Poste, parce qu'il y en a déjà, sont souvent des opérateurs publics étrangers qui se déguisent en opérateurs privés ici en France. Je vous rassure, la Poste française fait exactement la même chose à l'étranger. Donc on pourrait, ça c'est une proposition politique, faire une coopération immédiate de tous ces opérateurs publics pour faire un premier pas vers un service public postal européen. Il y a des études d'impact qui ont été commandées par le Parlement européen sur le bilan des privatisations et des libéralisations. En Suède, par exemple, ça s'est traduit, la libéralisation, par 25% de suppression des effectifs, mais surtout par 75% d'augmentation des tarifs. Il faut comprendre ça, c'est des choix politiques. Vous savez, il y a un terme barbare. C'est-à-dire que le timbre augmentera. Ah, exactement, voilà, c'est le Pour terme le dire, barbare. Très simplement. Très simplement. Nous, on appelle ça la péréquation tarifaire, mais c'est vrai que quand vous postez votre carte postale de Marseille au 18e arrondissement ou du 17e arrondissement au 18e arrondissement, vous payez la même chose. D'un point de vue capitalistique, c'est vrai que c'est absurde. Le coût de transport, le coût humain n'est pas le même. D'un point de vue politique, c'est pas absurde. Parce qu'on a fait un choix politique de protéger ce secteur-là de la loi de l'offre et la demande, de l'économie de marché qui ne fait en effet pas consensus, notamment dans le domaine des services publics. Donc c'est toute cette question-là qui est posée actuellement. Une question plus politique, votation citoyenne, comme on dit, référendum, consultation donc des Français qui souhaitent y participer sur ce projet de réforme de la Poste. Le NPA est aux côtés du Parti socialiste dans cette affaire. Ah ouais, et puis je vais même vous dire, on en est fiers d'être avec tous les autres. On en a été à l'initiative parce que de toute façon, c'est pas le NPA seul qui pourra gagner cette bataille. Je vous disais, c'est une leçon de choses qui ferait bien de faire réfléchir tout le monde sur l'ensemble des autres sujets. Le tarif, par exemple, le tarif hospitalier qui va passer de 16 à 18 euros. On pourra prendre toute une série d'autres mesures comme ça. Nous, on pense qu'il faut résister ensemble face à la droite. On pense qu'il n'y a pas de place pour le sectarisme et pour les divisions quand il s'agit de s'opposer. Quand on conteste ensemble, faisons-le le même jour, à la même heure, pour être plus fort. Surtout qu'on a besoin donc de victoire. Ça, y compris à gauche, dans la famille, de toute la gauche et de toutes tous les sensibilités. Syndicats, partis confondus, comme on l'avait fait au moment du CPE. Quand on propose politiquement à gauche, là c'est vrai qu'il y a des désaccords. Le Parti socialiste inscrit son orientation dans le cadre de l'économie de marché. Pas nous, ça fait un sacré désaccord. C'est intéressant d'en discuter. Là, il y a des fractures politiques qui ont un sens. Mais quand il s'agit de résister, je crois que tout le monde à gauche doit bien comprendre qu'on a besoin de victoire sociale face au gouvernement, comme on a pu connaître au moment du CPE, parce que finalement, la seule force de Sarkozy, pour l'instant, c'est diviser pour mieux régner. Il y a eu une séquence de mobilisation importante dans le cadre de la crise du capitalisme les 6 derniers mois. Globalement, on a eu un gouvernement qui a repris la main socialement, qui est sorti vainqueur des élections européennes. Pour autant, il n'est pas populaire. Ça se serait. Simplement, il arrive à diviser pour mieux régner. Ces victoires, on en a besoin parce que si on veut un jour espérer ne pas se taper un deuxième quinquennat de Nicolas Sarkozy, il faut fragiliser sa politique aujourd'hui, donc remporter des victoires sociales face à lui. Comment jugez-vous, Olivier Besancenot, sans langue de bois, l'action des syndicats dans la crise sociale de ces derniers mois ? À vous entendre, là, on a l'impression qu'ils sont un peu en dessous de la main. Écoutez, je pense que globalement, je l'ai déjà dit, donc la langue de bois, je ne l'ai pas franchement utilisée les 6 derniers mois. D'ailleurs, ça nous a valu une polémique avec les organisations syndicales. Donc maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un débat public avec les organisations syndicales. À notre université d'été qui s'est tenue fin août, on avait invité l'ensemble des organisations syndicales. La Confédération de la CGT a refusé cette invitation. On leur a réécrit pour dire qu'il fallait absolument se voir. Ils l'ont accepté. Nous, on pense que c'est tant mieux, parce que s'il faut être d'accord surtout pour se voir, finalement, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais c'est vrai que nous, on a contesté cette stratégie qui faisait qu'en gros, on allait manifester tous les 2 mois. Et nous, on préférait ce fameux mouvement d'ensemble. Alors, quand c'est la gauche anticapitaliste qui parle de mouvement d'ensemble, et grève générale, tout de suite, ils disent ça y est, ils pensent au grand soir, etc. Mais nous, on parle d'efficacité. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, des mobilisations locales, il y en a un paquet. Dans le public, on parle de la Poste, on pourrait parler d'autres secteurs. Dans le privé, avec tous les licenciements, nous, on pense que séparément, on n'arrive à pas grand-chose. Par contre, quand on est ensemble, on peut déplacer des montagnes. Ils sont en dessous de la main, donc ? Non, le problème... Ils sont quoi, dans une attitude de cogestion avec l'exécutif de la crise ? Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il y a une stratégie, en tous les cas, qu'on conteste. Maintenant, le but du jeu pour nous, c'est pas de pleurnicher, d'envoyer les bons et les mauvais points. Moi, je suis pas un professeur rouge pour dire voilà. Mais par contre, on peut... Non, mais là, on pose une question d'efficacité. Alors, d'après vous, quelle est la plus grande efficacité ? L'efficacité, c'est le mouvement d'ensemble. C'est le chemin des convergences. Nous, on avait dit, par exemple, cette séquence qui a été du mois de janvier au mois de juin, plutôt que de faire 3 grandes manifestations tous les 2 mois, pourquoi pas commencer, par exemple, par en faire 3 successifs, 3 jours de suite, en bloquant un maximum de capital, pour se faire entendre. Peut-être que Sarkozy et Parisot nous parleraient peut-être un petit peu différemment. C'était l'exemple du LKP en Guadeloupe, cette mobilisation d'ailleurs
qui va bientôt rebondir. C'est le souci d'efficacité, c'est le chemin des convergences. Et d'ailleurs, on l'a vu, et je prends que ce seul exemple-là, mais on l'a vu de façon partielle au niveau des salariés licenciés. Pour la première fois la semaine dernière, devant la bourse, alors c'était symbolique évidemment, mais à on Paris, a eu à Paris, les salariés de l'automobile. Des délégations des entreprises les plus emblématiques des luttes contre les licenciements, les Goodyear, les Continental, la SBFM, j'en passe, et des meilleurs, qui ont décidé de se retrouver le même jour à la même heure. Alors c'est vrai que ce chemin des convergences, il est venu de la base plutôt que par le haut, mais en tous les cas c'est comme ça que ça se fait.